J'ai l'impression qu'on ne sera pas d'accord là-dessus, Karima, Brick et moi. 187 Cube Radio, si vous voulez faire partie de la conversation. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante affirme que les travailleurs étrangers n'ont aucun impact sur le chômage des jeunes. On le sait, au Québec, les jeunes, 18 à 24 ans, mais même en montant, qui composent la proportion de la population active qui est la plus sujette au chômage. Et on dit souvent, c'est parce que les jobs sont occupés par des travailleurs étrangers, puis si les employeurs augmentaient les salaires, là, les jeunes accepteraient de faire ces jobs-là. Ça ne semble pas être si évident que ça. Selon l'étude, près de la moitié des jeunes ne cherchent pas un emploi qui comporte des quarts de nuit réguliers ou qui exige des efforts physiques fréquents et intenses. Donc, la moitié des jeunes qui ne chercheraient pas ce genre de job-là, plus du tiers écartent les emplois où le travail se déroule principalement à l'extérieur dans des conditions météorologiques difficiles. C'est un petit peu, à mon avis, la confirmation d'une certaine tendance qu'on a qui nous vient un peu de plusieurs directions. Les jeunes sont de plus en plus diplômés. Les réseaux sociaux leur font miroiter un monde dans lequel ils peuvent faire de l'argent avec de la crypto-monnaie, se partir leur propre business et des jobs. Tu sais, des jobs d'étudiants, là, travailler chez McDo au salaire minimum, aller travailler dans un entrepôt, travailler la nuit, nettoyer des cochonneries, nettoyer des toilettes, c'est quelque chose qu'ils semblent, les jeunes d'aujourd'hui, de moins en moins prêts à faire. Pourtant, il me semble que c'est des jobs qui s'imposent. C'est-à-dire que nettoyer une toilette, ça va toujours être nettoyer une toilette. Travailler au McDo, ça va toujours être travailler au McDo. Non? OK. Donc, où tu vas en venir avec ça? Je veux en venir qu'on a besoin de ces travailleurs étrangers temporaires-là. Ou bien on ne cultive plus nos champs. Moi, des fermiers nous ont dit, ils sont venus à notre émission, à mes émissions au fil des années pour me dire « Hey, en passant, là, je ne veux plus jamais lire dans un article de journal que je paye mal mon monde. Je suis prêt à payer 25$ de l'heure des jeunes pour qu'ils viennent dans mes champs. Ils ne veulent pas se mettre à quatre genoux dans la terre. Ils ne veulent pas. » La preuve n'a pas été démontrée, là, nécessairement. Dans moi, je les crois sur parole, ceux qui viennent me dire ça. Si tu me dis là, que soudainement, c'est rendu 50$ de l'heure ou 30$ de l'heure ou 25$, je ne sais pas. Là, faut voir, là. Non, mais mettons... Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est l'argument un peu facile. Évidemment, on ne veut pas faire des emplois qui sont trop difficiles, trop pénibles ou quoi que ce soit. Je ferais quand même une distinction. Moi, je me rappelle, il y a quelques années de ça, quand j'étais au cégep. Tu sais, ce qui était la grosse mode, là. Grosse mode, là. C'était, après le cégep, il y avait du monde qui décidait de partir dans l'Ouest canadien, partait avec leur pack-sac. Puis là, c'était rough, le boulot. Mais là, il allait dans l'Ouest canadien planter des arbres. Et c'était comme un truc initiatique, puis il allait chercher de la convivialité, puis des souvenirs, des choses comme ça. Il y avait aussi certains qui allaient vendre des sapins de Noël, tu sais, qui traversaient la frontière, qui allaient aux États-Unis, puis allaient chercher puis, des sapins de Noël pendant la période des fêtes. Donc, je te dirais, peut-être, je lance ça comme ça, pour l'été, là, quand c'est le temps... de travailler dans des champs et tout ça. Oui, c'est difficile. Moi, je ne suis pas contre qu'il y ait... il y a des travailleurs temporaires, il y a des programmes qui existent, ça fonctionne bien. Je ne suis pas pour enlever complètement tout ça. Il y a certains trucs qui peuvent être avantageux d'un côté comme de l'autre. Il y a eu des histoires d'exploitation et ça, je pense qu'il faut le dénoncer parce qu'il y a une grande hypocrisie aussi. Hein? Est-ce qu'on veut faire une autre forme j'allais dire, c'est pas du colonialisme, mais une forme d'exploitation aussi des travailleurs en disant, nous, on fait pas ces jobs-là, fait que là, on va aller importer de la main-d'œuvre pas chère, cheap labor, on va les payer pas cher, ils vont avoir des conditions épouvantables, puis là, on se targue de vertu. Est-ce que tu as envie, toi, d'encourager une forme d'exploitation des travailleurs? C'est une grande hypocrisie. Mais peut-être qu'on se balance des caricatures d'un bord comme de l'autre. Non, c'est pas de la caricature. D'un bord comme de l'autre. C'est pas de la caricature. Parce qu'il y a des jobs bien payés aussi, Karima. Okay. C'est parce que moi, je t'ai pas parlé d'une job à 12$ de l'heure. En fait, ça n'existe plus. À 16$ de l'heure dans la cochonnerie à terre en train de respirer des produits toxiques. Je te parle pas de ces jobs-là. Je te parle de bonnes jobs quand même. Mais là, pour revenir à ce que je te disais tantôt, moi, je sais pas. Est-ce que ça a été essayé? Est-ce qu'on pourrait aller plus loin là-dedans? Tu fais des programmes, tu dis, tu es au cégep, là, il y a comme des campagnes d'information là-dessus. Ce sont des contrats payés pendant 2 mois. Tu sais, on te dit à l'avance, tu arrives au mois de mars, tu as des kiosques au cégep ou je ne sais trop, puis voici, et c'est ça, vous allez être là-bas, on recrute tant de jeunes, je sais pas, 50 jeunes qui vont faire ça, vous allez habiter. Tu sais, tu vas créer comme un truc cool en disant, finalement, je vais rencontrer du monde de mon âge, ça va être payant, c'est 2 mois de travail, ça va me permettre, donc ce n'est pas engageant pour la suite des choses, je peux retourner faire mes études. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait, en tout cas, c'est une avenue. Pourquoi ne pas essayer ça, de trouver cet aspect-là puis de rendre ça quand même intéressant? Et ensuite,
tu me parles des McDo et compagnie. Je suis désolée, on a-tu besoin aussi, à un moment donné, d'avoir tous ces commerces-là? Je comprends que les gens, des fois, tu as besoin, t'arrêtes... je ne veux pas te nommer la compagnie, mais tu t'arrêtes dans une chaîne de restauration rapide, tu es sur la route et tout, ça roule. Bien, si c'est payant, ils vont pouvoir payer leur monde. Là. Tu vois ce que je veux dire? Si à un moment donné, ton commerce est florissant et tu es sur une autoroute, un voie de passage, puis le resto est toujours plein, tu vas être capable de payer ton monde. Donc, c'est pas... Tu sais, à un moment donné, je trouve que ça a le dos large. Là. Donc, non, il y a des programmes, oui, de résidents temporaires, de travail temporaire pour quelque temps, c'est parfait. Mais pour le reste, je trouve qu'on peut nous en faire avaler pas mal juste sur ce dos-là. Puis moi, je refuse de cautionner ça puis de faire une pression à bas prix sur les salaires, de même cautionner une forme d'exploitation des pays du Sud. Je trouve que c'est pas du tout non plus à notre avantage comme pays. Ben tiens, on va demander à François Vincent, qui est vice-président Québec pour la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. C'est lui qui va trancher. Bonjour. Bonjour, François Vincent. Bonjour. Qu'est-ce que les jeunes cherchent comme emploi à la lumière du sondage que vous avez mené? Bien, les jeunes cherchent des emplois proches de chez eux, dans l'industrie des services, pas trop de contraintes physiques et pas la nuit, dans le fond. C'est un peu normal, là. Je veux dire, dans notre sortie, on vient pas dire que les jeunes ils veulent pas travailler, là. Tu sais, je veux dire, si t'es aux études, c'est juste des faits, là. Si t'es aux études, puis que tu vas pas être travailler dans une boucherie, dans un abattoir sur des quarts de nuit, et puis après ça, le jour que tu t'en vas sur les bancs d'école, peut-être l'été, c'est plus propice à travailler dans des emplois plus atypiques comme ça, ou qui sont peu recherchés pour les jeunes. Maintenant, est-ce que l'employeur va avoir besoin de quelqu'un juste l'été ou a besoin de quelqu'un à l'année? Donc, tu sais, il y a pas c'est pas parce que le taux de chômage des jeunes est élevé que nécessairement c'est à cause des travailleurs étrangers temporaires. Puis c'était notre note de recherche, c'était ça qu'on voulait partager au public et aux décideurs politiques. Mm-hmm. Complètement. OK. Mais là, à ce moment-là, parce qu'il y a souvent tu sais, on parle du programme des travailleurs étrangers temporaires. Certains vont dire, bien là, c'est essentiel, c'est essentiel. D'autres vont dire que là, ça fait une pression sur les bas salaires. À ce moment-là, vous, votre position, là? Bien, les bas salaires, c'est en bas de 36 de l'heure. Hein? Puis il n'y a aucun employeur qui peut aller chercher un travailleur étranger temporaire en bas du salaire minimum. Après ça, il faut qu'il offre un logement. Donc, tu sais, puis il n'y a aucune petite entreprise qui vont faire les démarches, qui vont faire l'analyse d'impact économique, qui vont payer 10 à 15 000 $, puis ensuite de ça, pour aller chercher un travailleur étranger pour le simple plaisir ou pour abaisser les conditions de travail des Québécois. C'est faux. Regardez le salaire moyen au Québec. Il a augmenté comme ça se peut pas dans les dernières années parce qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre qui est très forte. Oui, le marché du travail, il y a moins de pression, il y a moins de postes vacants, mais on est encore à 100 000, au-dessus de 100 000 postes vacants. Puis, tu sais, l'immigration, c'est complexe, là. Tu sais, il y a le PMI+, il y a le PMI, le Programme Mobilité Internationale. Il y a le programme des étudiants étrangers. Il y a le programme des travailleurs étrangers temporaires. Nous, ce qu'on dit, c'est que les travailleurs étrangers temporaires, l'employeur va chercher ça parce qu'il y a un besoin puis qu'il peut pas embaucher chez eux. Puis que ça serait pas positif pour l'économie, pour même des employés québécois, parce que l'employeur va pas avoir 100% des travailleurs étrangers temporaires dans son entreprise. Il y en a 10 ou 20%. Puis après ça, si tu les enlèves, là, tu enlèves 10% de ta main-d'œuvre, disons que ça va faire mal à la possibilité que la business puisse rouler, là. François Vincent, Karima la marque a un bon point, à mon avis, là, même si on n'est peut-être pas d'accord là-dessus, quand elle dit, on a-tu besoin de tous les McDo, toutes les Tim Hortons, toutes ces affaires-là, s'ils ne sont pas capables d'augmenter le salaire, d'aller chercher du monde qui sont ici sur place, ben, peut-être qu'on n'a pas besoin d'eux. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ben, demandons à la population s'ils veulent avoir un commerce de proximité. Ils sont prêts à faire combien de kilomètres là, pour aller au restaurant proche de chez eux. Donc, tu sais, ça va affecter plus les régions parce que les postes vacants puis la pression est plus importante dans les régions que dans les grands centres. Même les immigrants qui ne proviennent pas des travailleurs étrangers temporaires, ils vont plus dans les grands centres que dans les régions. Puis c'est ce qu'on a vu aussi, le programme j'ai fait un mémoire pour une consultation triennale il y a de ça, je pense que c'est il y a 6 ans.
Puis on est allé chercher un document gouvernemental qui avait été écrit par Robert Bourassa à la fin de son régime, en 92. Puis on aurait pu copier-coller exactement ce qu'il disait sur la régionalisation de l'immigration dans le document qui était présenté par le gouvernement à ce moment-là. On dit tout le temps qu'on voulait réussir la régionalisation de l'immigration, puis on n'était pas capable. La seule programme qui a permis de le faire, c'est les programmes des travailleurs étrangers temporaires. Maintenant, ce qui reste aux politiciens à faire, aux élus, c'est d'assurer d'avoir une passerelle pour les personnes qui sont travailleurs étrangers temporaires. Pour pas qu'on ait des faux permanents qui sont là de façon temporaire. Ça fait 10 ans que tu es là, ben, offrons-leur la possibilité d'aller chercher la résidence. Puis là, l'employeur, il va falloir l'employé va pouvoir changer d'employeur. Maintenant, ça va donner la possibilité à cette personne-là d'être établie, puis de pouvoir contribuer au Québec, puis aux entreprises. François Vincent, on a un auditeur qui s'appelle Yannick qui est au bout du fil. Il dit qu'il connaît ça, les jeunes, et en fait, il est capable de peut-être nous expliquer, ils sont comment les jeunes aujourd'hui, ils ont changé. Bonjour Yannick. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce que vous engagez des jeunes, vous? Ben oui, on engage des jeunes. J'ai ma petite théorie un peu. Là. Écoute, j'ai plusieurs employés. Première question, est-ce qu'on n'a pas un peu créé le système des hauts salaires pour les jeunes? J'ai 56 ans et j'ai commencé par le bas de l'échelle. Puis le bas de l'échelle, veut dire, c'est de se bâtir une vie meilleure en passant par chaque étape de la vie. Hein? Pourquoi que l'immigration, j'ai des gens qui sont issus de l'immigration qui travaillent pour moi et ils viennent de certains pays qui sont pas super riches, et savez-vous quoi? Ils passent par ces étapes-là, puis j'en ai qui ont tellement bien réussi puis qui réussissent aujourd'hui. Pourquoi qu'aujourd'hui, là, il faut toujours donner le gros salaire? Admettons, un jeune ne veut pas travailler. Tu dis, OK, parfait, on va augmenter le salaire, ils vont peut-être vouloir travailler. Mais pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on est obligé de faire ça? Pourquoi qu'on ne garde pas nos jeunes puis qu'on leur dit pas, écoute, les étapes de la vie sont celles-ci. Tu dois commencer en bas de l'échelle. Tu dois commencer à bâtir ta vie. Chaque étape. Si tu vas plus loin puis tu t'éduques plus, ben, tu vas avoir un salaire meilleur. Puis par la suite, ben, si tu performes dans ton emploi, ben, ton employeur va t'en donner un peu plus. Pourquoi qu'on met tout le monde égal tout le temps? C'est là que ça m'arrête à dire, depuis des centaines d'années, l'humain a évolué avec la performance tout le temps. Il a toujours cherché à se dépasser. Mais ce qu'on fait en ce moment avec les jeunes, c'est qu'on leur dit, écoute, même si t'es pas bon, tu vas avoir le même salaire que l'autre, tu vas être sur le même pied d'égalité. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? C'est juste ça. Puis je peux vous dire, au niveau de l'immigration... Oui, rapidement. C'est mes meilleurs. C'est mes meilleurs. Mais... je vais vous dire quelque chose de bien. Mais c'est dommage, puis je sais pas comment le dire, parce que sans offenser personne, mais on infecte notre immigration de notre pensée puis de notre société qu'on fait en ce moment. Parce que j'ai des gens qui arrivent maintenant que, exemple, un Algérien ou peu importe, sans nommer le nom, qui était prêt à travailler, puis aujourd'hui, le même Algérien, la même personne qui est prêt à travailler, je lui passe la même entrevue, puis il me dit non, moi je travaille pas à ce prix-là. OK. Parce qu'il a communiqué avec d'autres personnes qui lui ont fait laisser savoir comment ça se passait. Merci beaucoup, Yannick, d'avoir appelé. François Vincent va réagir un peu là-dessus sur la communication peut-être ou l'éducation. Peut-être que l'époque a changé aussi. Là. Trouvez-vous que les jeunes, aujourd'hui, ils sont devenus très fine bouche? Là? Je ne veux pas faire des généralisations, mais peut-être que le paradigme dans lequel ils sont entrés avec la pandémie a peut-être changé une perspective. Là. C'est-à-dire quand il y avait eu la PCU, après ça, il y avait 200 000 postes vacants. Après ça, il y avait tellement de besoins qu'ils pouvaient choisir leur horaire. Puis, il y avait des jobs vraiment facilement. Puis là, maintenant, on est plus revenu dans un cadre normal où le taux de chômage chez les jeunes est plus élevé. Moi, quand je suis rentré sur le marché du travail en 98, le taux de chômage était à 17,5 %. Maintenant, il est à 13,4 %. Puis, comme en introduction, j'en ai lavé des toilettes. C'est ça que je suis rentré. Puis, je suis rentré sur le salaire minimum. Puis, je vais dire peut-être quelque chose de scandaleux. Le salaire minimum, là, c'est un salaire d'entrée. Puis, c'est un salaire d'entrée pour vrai. Là. Il y a 42 % selon Statistique Canada, des personnes qui sont sur le salaire minimum qui ne restent pas sur le salaire minimum en moins d'1 an.
Ça veut dire que tu rentres au salaire minimum, tu démontres que tu es bon, ton employeur t'augmente. 42 %, c'est entre 1 et 5 ans. Fait que c'est vraiment un salaire d'entrée. Puis maintenant, ben, je suis persuadé que les jeunes sont travaillants, qui veulent réussir. Maintenant, je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un proche de ma famille, elle a 17 ans, puis elle a fait son CV partout, puis elle disait, j'ai pas eu de réponse. J'ai dit, c'est quoi est-ce que tu as dit que tu étais disponible tout le temps? Non, je suis disponible les mardis puis les jeudis entre 13 et 15 heures. Mais c'est sûr qu'après un employeur... Oui, mais Karima va défendre Non, je dis juste que c'est parce que c'est comme si on voudrait dans un monde, une sorte de monde idéal, puis c'est pas ça la réalité. On doit composer avec la réalité aussi. Mais juste pour qu'on vous comprenne bien, là, vous avez fait cette sortie-là. Qu'est-ce que vous réclamez là, exactement? De maintenir le programme de travailleurs étrangers temporaires, de ne pas utiliser ça comme un épouvantail pour dire que c'est scandaleux, puis à cause des travailleurs étrangers temporaires, nos jeunes, ils n'ont pas de job. C'est pas vrai. Non, mais c'est pas un peu réducteur, là. C'est parce que, tu sais, on le mentionnait tantôt, il y a des éléments, je pense que ça peut être intéressant, puis il y a des emplois, on en a besoin, c'est gagnant-gagnant des deux côtés, très bien, mais ça peut pas être un prétexte non plus. À un moment donné, il y a d'autres éléments, c'est-à-dire qu'il y a d'autres éléments à considérer. Et ça, c'est une question que je me pose, je me dis, pourquoi ça a l'air toujours d'être un peu en stylo, chacun de son bord? Tu sais, vous autres, vous allez réclamer, vous dites... C'est important, ce fameux programme-là. À la limite, on en veut plus. Ne touchez pas à ça. D'un autre côté, vous allez avoir les enjeux de logement, où là, on va dire, attention, il y a une crise du logement. Pouvez-vous construire plus de logements? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça qu'on se parle pas? C'est un ensemble de choses. Tu as le programme des travailleurs temporaires. Tu as la question de la disponibilité des logements aussi pour accueillir toutes les personnes qui viennent ici, d'avoir des logements abordables aussi. Ça, c'est un vrai sujet. Tu as la question des services, tu sais, les hôpitaux, d'avoir aussi des garderies. Tu sais, as des travailleurs qui arrivent ici, mais là, ils ont besoin de services eux autres aussi. Ils ont besoin d'envoyer leurs enfants, par exemple, à la garderie. Puis là, s'il n'y a pas assez d'éducatrices, il faut que tu embauches des éducatrices. Donc, on se retrouve, j'ai l'impression qu'on ne se parle pas assez entre les différents secteurs. Ben, puis entre les deux gouvernements, puis entre les programmes qui sont là. Puis ça, on l'a demandé à la consultation qu'on a faite sur le plan triennal la dernière. Puis c'était la majorité des Québécois, très forte majorité, je pense que c'était au-dessus de 80 %, puis aussi des entrepreneurs qui disaient aux deux gouvernements, parlez-vous puis entendez-vous. Tu sais, la même chose sur les travailleurs étrangers temporaires. Le Québec baisse son nombre de résidents qui sont acceptés. Puis en même temps, le fédéral diminue son renouvellement des permis. Là, on se retrouve dans un cul-de-sac d'une certaine façon. Fait que là, c'est de la pression pour Québec, parce que pour être capable de pouvoir répondre aux besoins, il faudrait que soit augmenter les seuils ou soit renouveler les permis. Puis là-dessus, j'entends, puis quand on était en consultation la dernière, là, il y avait un tableau que le gouvernement a sorti du nombre d'immigrants permanents et temporaires, puis on voyait que la courbe, elle faisait un L. Fait que, on ne peut pas se mettre des œillères et dire que ça n'existe pas. Non. Maintenant, nous, ce qu'on a dit, c'est si on veut vraiment réduire l'immigration, il faut être capable de préparer les entreprises. Puis c'est pas en renvoyant des travailleurs qui sont là depuis 3 ans, qui ont appris le français, qui sont intégrés dans leur région, qu'on va arriver à quoi que ce soit. Donc, pour réduire l'immigration, il faut l'augmenter. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, vous prenez les temporaires qui sont déjà en région, puis vous donnez la possibilité d'aller chercher la résidence permanente. Puis là, après ça, tu permets d'avoir une régionalisation de l'immigration. Puis peut-être les entreprises assumer le fait qu'il va y avoir, qu'on va baisser l'immigration. Puis maintenant, pour conclure, il faut accompagner nos jeunes, il faut aider les entreprises à rendre attrayant le fait qu'ils les embauchent. Puis de l'autre côté, il faut pas tout mettre sur le dos du programme des travailleurs étrangers temporaires. Mais on vous réinvitera pour la fin de l'explication parce que vous êtes allé vite, évidemment, sur les solutions. Il y aurait peut-être un autre débat à tenir là-dessus, mais on vous réinvitera. Merci beaucoup, François. Merci, François. Bye bye.